toutes et à tous. Merci d'être là pour ce webinaire qui va parler du coup finalement de SEO, web marketing. Finalement, est-ce qu'on doit prendre le virage de l'IA? Voilà, donc on va voir tout ça. Du coup, le webinaire sera présenté par Ivan, que je vais laisser. Bonjour à tous, donc Ivan Capelli, Traffic Manager chez Lemon Interactive, en charge de projets digitaux depuis 2011. Multicasquette au niveau de l'acquisition de trafic, mais surtout grand passionné et plutôt orienté expertise SEO. Et depuis l'avènement de l'IA, donc notamment avec sa démocratisation en 2022, un grand passionné par ces nouvelles technologies qui envahissent désormais nos métiers. Vincent. Merci Ivan. Et moi Vincent, du coup, un des trois associés de la structure, plutôt sur le développement de business et l'accompagnement de nos clients au niveau de la stratégie. Très rapide. Tu peux passer. Alors, comme le veut la tradition, on va quand même vous parler très rapide de Lemon Interactive, qui on est. On est une agence web digitale, donc on fait du conseil et du développement web. On fait ça avec 27 collaborateurs, tous talentueux et tous passionnés. Et on fait ça en France, en Hauts-de-France, puisque nous sommes basés à Villeneuve-d'Ascq. On a une promesse sur laquelle on s'engage pour nos clients, c'est de faire de la performance digitale durable. Ça veut dire deux choses. Durable, ça veut dire les leviers, choisir les bons leviers, choisir les bonnes technos pour avoir des projets plutôt long-termistes. Et après, durable, c'est aussi du côté de l'éco-conception. On essaie d'être acteur de l'éco-conception et de faire des choix qui permettent de faire du web plus vertueux. Les expertises, vous les avez sous les yeux. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le web marketing. Voilà, on pilote différents leviers, que ce soit des leviers de référencement naturel, de référencement payant. L'idée, c'est de vous apporter de la visibilité du trafic. Pour les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et on fait ça avec qui? Avec beaucoup de monde. On aime tout le monde chez Lemon Interactive. Voilà, vous voyez un petit peu de la TPE, de la PME, de quelques grands comptes aussi. Voilà, on est représenté sur une ou plusieurs de nos expertises. J'en profite pour saluer les quelques clients que j'ai pu voir dans les participants. Merci à vous d'être là. Et c'est parti, Monsieur Capelli, c'est parti, c'est à toi. Merci, Monsieur Catoun, pour cette introduction extraordinaire. Alors, merci à tous de participer donc, à ce petit webinaire. Une première partie donc, sur cette orientation stratégique liée à l'IA. Je voulais m'attarder et revenir surtout sur les origines de cette révolution qu'on est en train de vivre et qui est en pleine expansion. Un bref historique, promis, je fais rapide, je ne suis pas prof d'histoire. Donc, l'IA chez Google, c'est une priorité depuis 2002. On a commencé d'abord avec l'avènement de ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage par répétition, par brute force, entre guillemets, de la base de données de Google, notamment à Google Brain en 2011, RankBrain en 2015, donc l'avènement du classement des résultats de recherche aidé par l'IA. Mais la vraie révolution qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de 2018 avec l'avènement de la première version de GPT et de OpenAI, qui a marqué en fait un tournant où Google clairement s'est fait supplanter dans, ironiquement, sa priorité historique, c'est-à-dire devenir le maître de l'intelligence artificielle. Ça a été notamment marqué par le soutien financier de Microsoft en 2020 qui a permis l'avènement et le développement beaucoup plus rapide d'OpenAI qui a publié donc, en 2020 GPT-3. Et ce qui a amené aujourd'hui, en 2022, un véritable boom. C'est-à-dire qu'en 2022, l'IA était encore relativement confidentielle, ça dressait un petit cercle. Mais il y a eu une succession d'événements qui ont fait que l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins grand public s'est démocratisé. L'avènement de Midjourney, DALL-E et Stable Diffusion, qui sont des IA génératives d'images. Je reviendrai sur ça un petit peu plus loin. La publication du Codex, donc le Codex est un modèle génératif plus ou moins avancé, donc ici le DaVinci 3, et le GPT-3, qui sont ni plus ni moins que des versions plus poussées, plus avancées de GPT. Et surtout, vous n'avez pas pu passer à côté, j'imagine, le lancement de ChatGPT en novembre 2022, qui a vraiment démocratisé l'IA générative grand public. Et on en parlait, bon, ironiquement, Google voulait être le chantre de l'IA, de l'intelligence artificielle. Ils se sont clairement pris les pieds dans le tapis et ont été pris de court par le lancement de ChatGPT, puisqu'ils ont dû réagir en urgence en publiant leur propre version de ChatGPT qu'ils ont baptisée Bard, qui s'est pris les pieds dans le tapis.
alors que Bing, lui, a commencé à incorporer aux US et en accès relativement privé GPT dans son moteur de recherche et qu'il est en train de prendre des parts de marché. Donc, un petit passage par tout ce qui est OpenAI, GPT, ChatGPT, comprendre de quoi on parle. Donc, le fonctionnement de GPT, donc GPT veut dire Generative Pre-trained Transformer, c'est un modèle de langage naturel basé sur l'IA. Ce que ça signifie, c'est qu'il a besoin d'un énorme corpus de texte pour pouvoir générer des réponses telles que vous avez certainement pu déjà l'expérimenter aujourd'hui. Pour la petite histoire, donc GPT-3 s'inspire d'un corpus de texte de 175 milliards de paramètres. GPT-4, qui a été lancé en mars 2023, utilise lui un corpus de 100 trillions de paramètres. Donc c'est juste gargantuesque. Donc, comme on l'a vu, 4 versions à ce projet depuis 2018. Comment il fonctionne? C'est qu'il utilise en fait l'ensemble du corpus de texte pour prédire le mot attendu après celui qu'il a généré précédemment. Donc, c'est ni plus ni moins qu'une séquence qui est générée de façon prédictive et qui forme des paragraphes puis des textes. Et pourquoi ChatGPT change tout? Alors, il faut savoir que chez Lemon, on travaille depuis fin 2021, début 2022 sur l'utilisation de l'IA dans notre stratégie web marketing. Mais auparavant, obtenir un résultat tel qu'on l'obtenait avec ChatGPT impliquait forcément d'utiliser ce qu'on appelle le fine-tuning, c'est-à-dire l'entraînement du codec GPT à des fins très précises. Par exemple, lui apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les voitures électriques, lui donner un ton de voix sur la voiture électrique, avec un travail en partenariat avec des développeurs et compagnie, ce qui nous permettait d'avoir un résultat fin à la fin. Avec ChatGPT, on n'a plus besoin de ça. C'est-à-dire que simplement en échangeant de façon pertinente avec l'IA, on peut vraiment la formater et obtenir les résultats qu'on souhaite. Et c'est un monde qui évolue très vite puisque la première version de ChatGPT a été lancée novembre 2022, avec appuyé sur GPT 3.5. La version GPT-4 vient de paraître en exclusivité pour l'instant aux utilisateurs payants et propose déjà des services qui sont d'une puissance sans commune mesure avec ce qu'on en avait déjà connu il y a quelques mois. Donc, c'est une révolution permanente et ça ne va pas s'arrêter. C'est complètement expansif et on en est encore qu'au début, très sincèrement. Bon, pour comprendre un peu comment ça fonctionne, voici 3 exemples, donc que je ne vais pas lire à voix haute, je vous fais confiance, sur comment ChatGPT réagit si on lui demande de présenter Google. Donc, un exemple sur comment il présenterait Google en tant que personne lambda, sans consigne particulière, si jamais il était expert en tech et si jamais il était le président de la République. Et donc, ce qui est intéressant de noter, au-delà de la formulation, c'est qu'à gauche, il s'intéresse sur l'utilisation grand public de Google, donc avec Google Meet, Google Maps, YouTube. Au centre, il s'intéresse à l'aspect cloud, à l'aspect infra, au centre de données, donc vraiment à l'aspect technologique. Et à droite, il parle de rôle majeur dans la transformation numérique, il parle de société, il parle de Silicon Valley, il parle d'économie. Donc, on voit qu'à chaque fois, il s'adapte au persona qu'on lui donne. Et c'est ça qui est très important à retenir pour la suite. Un petit exemple, avec notre nouveau capitaine de l'équipe de France, M. Mbappé. Donc, on lui donne un paramètre sur lequel j'aurai l'occasion de revenir après en termes de structuration. On lui demande de se comporter comme s'il était Kylian Mbappé, d'imiter Kylian Mbappé. Et donc, on voit qu'il va être en mesure de tenter d'imiter son ton de voix, sa façon de parler, en adoptant un ton plutôt jeune, en adoptant un ton un petit peu plus familier. Il va être en mesure, ici, comme on le voit sur cet exemple-là, d'aller collecter l'information sur son historique en carrière, donc ce qui est assez simple au final. Il va être en mesure de se baser, par exemple, sur des interviews passées pour déterminer que le joueur Falcao était son joueur préféré à l'époque, il était à l'AS Monaco et son modèle. Et là, regardez bien cette partie-là, c'est peut-être la partie la plus intéressante. Sans avoir instruit auparavant l'IA sur le sujet, il est en mesure de déterminer que Kylian Mbappé est sponsorisé par Nike et que donc, à la réponse à la question « Quelle est ta marque de football préférée ?», il est en mesure de répondre « Nike ». Et ça, c'est très important à comprendre. C'est qu'il y a l'explicite et l'implicite. ChatGPT, notamment dans sa version GPT-4, comprend l'implicite. Donc ici, vous n'avez pas besoin de lui dire que Kylian Mbappé est sponsorisé par Nike pour qu'il vous dise que sa marque de football préférée est Nike. Donc, il est vraiment en train de le personnifier. Donc ça, c'est un exemple mignon. On peut aussi avoir des exemples un tout petit peu plus complexes. Donc là, j'ai accéléré la vidéo parce que le processus est un petit peu long.
Mais aujourd'hui, nos équipes Biz, par exemple, font des analyses SWOT à travers ChatGPT. Donc ici, on lui demande l'analyse SWOT sur le marché des véhicules électriques. Donc, il est en train de le générer tranquillement. Une fois que c'est généré, on lui demande de le mettre en forme de tableau. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un tableau en HTML totalement possible à copier-coller et à insérer dans une présentation. Et maintenant, à partir de ce tableau et de cette analyse SWOT, on peut lui demander une version bêta, on va dire, d'une stratégie marketing sur les 6 prochains mois à employer pour travailler sur le marché de l'automobile. Donc, la volonté à démontrer ici, c'est qu'on peut utiliser ChatGPT pour énormément d'applications à partir du moment où on l'utilise bien. Hop. On va s'arrêter là avec la démonstration vidéo. Merci. Donc, les points forts et les points faibles, très rapidement. Si jamais vous êtes intéressé au sujet, vous voyez bien que c'est un game changer. Le gros enjeu, c'est les gains en productivité, la partie connaissance universelle, la partie vraiment accessibilité par rapport à la version précédente, donc GPT. Et les petits points faibles, et des points sur lesquels on aura l'occasion de revenir, c'est la tendance à inventer des informations qui sont fausses, principalement. C'est une tendance qui a tendance à se gommer à mesure que le système progresse. La limite dans les réponses à 300-320 mots qui oblige à avoir des petites astuces pour contourner ce problème-là, et surtout le corpus de texte qui est arrêté à septembre 2021. Et à date, je dis bien à date parce que vous allez voir que ça sera bientôt plus le cas, il n'a pas la possibilité de se connecter au web. Donc, ChatGPT, c'est une chose, mais on a aussi un gros enjeu qui est toutes les IA génératives d'images. Parce que là, on parle d'IA générative de texte, mais on a aussi des IA qui peuvent permettre de générer du contenu média complètement nouveau. Donc, avant de m'attarder sur le fonctionnement de Midjourney, l'image de droite est une image totalement générée par IA. Ce chat n'existe pas. Aujourd'hui, exactement sur le modèle de ChatGPT, mais adapté aux images, des IA comme Midjourney, Stable Diffusion et DALL-E, DALL-E est propriétaire également d'OpenAI, sont entraînés à partir d'un corpus d'environ 5 milliards d'images pour déterminer, par exemple, que 2 millions d'images dans son corpus sont des chats et être entraîné à pouvoir reproduire ce chat. La grande force, c'est qu'il ne va pas juste reproduire un chat parce que vous lui demandez. Il va être en mesure de faire un chat, par exemple, avec des lunettes steampunk ou avec un style art nouveau ou ultra réaliste, blanc, noir, gris, bleu, ce que vous voulez. Aujourd'hui, la seule limite, c'est vraiment votre imagination. Et là encore, c'est avec des progrès qui vont très, très vite. Voici quelques exemples que l'on peut obtenir en s'amusant. Donc, la fin du monde à New York, un shooting photo futuriste en 2050, le dessin d'un enfant inspiré de mon fils, si vous voulez toute l'anecdote, en mode Pixar. Aujourd'hui, on est vraiment en mesure de faire beaucoup de choses et de développer surtout beaucoup de business différents avec Midjourney & Co. Vous allez voir que je vais beaucoup parler de Midjourney parce que c'est pour moi l'IA générative d'image la plus avancée en termes de rendu, en termes de qualité. Mais la grande majorité de ce dont on va discuter sera applicable sur l'ensemble des IA génératives d'images. Pourquoi il change tout? Parce qu'avant 2022, obtenir une photo sur mesure, un logo ou un dessin, c'était inévitablement au minimum l'appel à un prestataire sur Fiverr et souvent l'appel à une agence, l'appel à un prestataire, un freelance, avec à la fin du coût qui pouvait rapidement augmenter. Aujourd'hui, Midjourney va très clairement permettre d'industrialiser beaucoup de processus créatifs et de faire des économies sur certains points stratégiques liés à l'obtention de ressources graphiques. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus loin dans la présentation. Donc, les points forts, évidemment, encore une fois, un game changer avec des gains en performance, des gains en réactivité, des gains en autonomie qui sont indéniables. Mais deux gros points faibles aux IA génératives d'images, c'est qu'elles ont toujours du mal à générer du lettrage, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir un logo à base de lettrine propre, ou du moins pas de façon consistante, et vous ne pourrez pas non plus avoir une précision permanente sur, par exemple, des détails comme les fils d'une raquette de tennis ou les doigts de la main. Si vous regardez des humains générés par l'IA, vous constaterez souvent qu'ils ont tendance à avoir 6 ou 4 doigts.
Les autres faiblesses ont tendance à se gommer, mais effectivement, le temps de réponse est un petit peu plus long et la difficulté à garder une continuité d'un prompt à l'autre sont aussi des petites faiblesses qui tendent à se corriger avec le temps. Donc, on a fini avec l'introduction. Le gros point, le nerf de la guerre aujourd'hui pour exploiter correctement les IA génératives, c'est la capacité à créer un prompt. Donc, qu'est-ce qu'un prompt? Aujourd'hui, les personnes qui se sont amusées avec ChatGPT, comment elles l'ont utilisé de façon très globale? Elles sont allées en discussion avec ChatGPT, elles lui ont dit « Écris-moi un article de 1000 mots sur la progression des ventes de voitures électriques en France. » Bon, je vous l'avoue, c'est déjà un petit peu spécifique. Mais souvent, elles vont avoir tendance à rester sur un modèle très basique. Si vous restez sur un modèle de prompt, une instruction donc très basique, vous aurez un résultat très basique. Un bon prompt, c'est donc l'ensemble des consignes que vous allez transmettre à une IA pour plier ses formules compétences à votre volonté. Donc, on parle de cadrer la demande, d'une directive et surtout lui donner un objectif de performance clair et des exemples. Pour ChatGPT, donc, il y a un processus qui est aujourd'hui éprouvé et qui fonctionne très bien. C'est en premier lieu, et j'insiste, en premier lieu, l'ordre est important, la définition d'un persona. Vous voyez, donc on parlait tout à l'heure du corpus de texte, les 175 milliards de textes pour GPT-3 ou les 100 trillions de textes pour GPT-4 comme un immense labyrinthe pour ChatGPT. Si vous le lâchez dans le labyrinthe sans réduire son champ de recherche, il aura du mal à trouver son chemin. Si en amont du prompt, vous lui dites « comporte-toi par exemple comme un grand expert en automobile », il sait qu'il n'aura pas besoin d'aller chercher, par exemple, dans le domaine de la cuisine, dans le domaine de l'aviation, dans le domaine du SEO. Il sera en mesure d'exploiter une partie du labyrinthe beaucoup plus petite. Et donc, vous obtiendrez des résultats beaucoup plus précis. Ce qui est très important aussi, c'est de lui donner ensuite du contexte et de définir l'objectif. Si jamais vous lui dites, par exemple, que vous voulez un contenu optimisé SEO, une traduction ou juste présenter votre entreprise, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Si vous lui donnez le contexte et votre véritable objectif dans la rédaction du contenu, vous obtiendrez quelque chose de beaucoup plus précis. Et bien sûr, les consignes et contraintes. Utilisez un ton professionnel, par exemple, pour que ChatGPT, par exemple, ne tutoie pas vos clients si vous faites ça pour un contenu assez corporate. L'utilisation de termes techniques spécifiques, vous n'avez pas envie qu'il reste en surface de son sujet. Ou par exemple l'adoption d'un langage soutenu ou des formulations créatives. Ici, on va dire que sur cette partie spécifique, on est sur le nerf de la guerre du design de prompt. Et très important en 4, donner des exemples de rendu. Imaginons par exemple que vous ayez 10 fiches de store locator, 10 fiches de magasins et qu'elles sont optimisées, mais que d'un seul coup, vous voulez faire la même chose pour vos 200 autres magasins. Par le passé, vous deviez demander à quelqu'un de rédiger les 200 fiches. Aujourd'hui, vous pouvez donner un exemple de 3-4 fiches que vous avez déjà écrites et lui dire voilà ce que j'ai déjà fait pour ces fiches-là. Fais la même chose pour Rennes, pour Toulouse, pour Strasbourg, Marseille, peu importe. Vous pouvez industrialiser, et c'est vraiment le mot à retenir avec ChatGPT, votre production. Quelques autres astuces. On a vu qu'il n'avait pas accès à Internet pour l'instant, donc vous pouvez lui donner de l'information, vous copiez-coller ni plus ni moins que de grands blocs de texte informatifs sur votre entreprise ou les informations que vous voulez traiter, et il sera en mesure de les ajouter à son corpus, et surtout de les garder pour l'ensemble de la discussion. L'autre grand point, donc, c'est vraiment être clair, concis et surtout sans ambiguïté. Si jamais vous lui dites, par exemple, utiliser un ton professionnel, mais en même temps que vous lui demandez d'être convivial, là, il va, par exemple, hésiter entre le vouvoiement et le tutoiement. Et donc, il va y avoir clash d'instructions et vous allez vous retrouver avec un résultat qui ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Donc, toujours bien relire son prompt et être sûr que, grosso modo, si vous l'expliquez à un enfant de 5 ans, il comprendrait. Et donc, comme je disais juste avant, respecter la structure, c'est-à-dire que l'ordre d'apparition de vos consignes dans le prompt a un poids. Donc, ce qui est prioritaire pour vous doit apparaître en premier. Donc, par exemple, le filtrage en disant « comporte-toi comme un expert en automobile » est plus important, par exemple, que la structure de réponse attendue, parce que ça va lui permettre de restreindre son champ de recherche. Voici le résultat, par exemple, pour vous permettre de comparer, d'un prompt basique sur l'histoire du chocolat en France. J'avais certainement faim quand j'ai pris cet exemple. Donc, on voit qu'avec cet exemple-là, on a quelque chose de correct déjà, mais d'assez basique et surtout qui ne sera vraiment pas individualisé à moi. C'est-à-dire que n'importe qui va écrire un article sur le chocolat en France va potentiellement avoir quelque chose qui va ressembler à ça.
Si je customise un petit peu mon prompt, je peux déjà obtenir quelque chose comme ça, avec un titre bien défini, un contenu beaucoup plus fouillé et beaucoup plus abouti dans la recherche d'informations et dans la précision de l'information attendue, et une segmentation en partie, sous-partie, avec des titres en gras et avec une lecture beaucoup plus claire. C'est un exemple de base, mais imaginez ça démocratisé, par exemple, à une équipe de rédacteurs qui veulent accélérer leur production de contenu sur un blog ou sur une page tutoriel d'une grande entreprise, ou, encore une fois, je prenais l'exemple avant des store locators, vous obtenez quelque chose de très puissant qui vraiment booste votre productivité. Quelques astuces pour des prompts avancés. Donc, si vous êtes déjà à l'aise avec tout ce que je viens de décrire, vous allez avoir ici quelques petites astuces que personnellement j'utilise et qui vont vous aider à l'obtention de résultats avancés. Donc, si vous voulez générer un contenu, ce qui est très important, c'est de ne pas lui demander de générer directement l'article. Même si vous lui donnez le maximum de consignes et que vous êtes hyper précis dans ce que vous lui demandez, vous n'obtiendrez pas un article, par exemple, de 1500 mots du premier coup. Par défaut, il va chercher à contraindre le contenu dans l'espace de 300-350 mots qu'il peut vous allouer. Le bon moyen d'obtenir un bon résultat, c'est de demander un plan détaillé, et ensuite de faire générer les parties. Là, vous pourrez obtenir un contenu intéressant de 800, 1000, 1500, 2000 mots. Après, la seule limite, c'est vos attentes. Pour les prompts courts, quelque chose qui marche très bien, parce qu'on peut avoir tendance parfois à avoir une certaine porosité, c'est-à-dire une certaine fuite entre la requête et les consignes que vous passez à ChatGPT. Vous isolez tout ce qui est de la consigne de la question principale que vous posez à ChatGPT avec des crochets. Ça permet de l'aider à comprendre qu'est-ce qui est quoi. La consigne qui est vraiment la plus connue en génération avancée par IA, c'est de lui demander de réfléchir step by step, étape par étape. Ça permet de l'obliger à décomposer sa réflexion et surtout de vous expliquer comment il raisonne, comment il fonctionne et pourquoi il vous présente telle ou telle information. Et ensuite, mon petit chouchou, demandez à ChatGPT de rédiger vos prompts. Là, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle du reverse engineering. Vous pouvez, par exemple, vous dire que votre concurrent a écrit un super texte, encore une fois, pour son store locator, pour présenter ses agences. Vous pouvez lui donner ce texte, par exemple, et lui dire, si jamais je voulais obtenir un tel texte, comment je devrais m'y prendre? Et en échangeant avec lui, à la fin, vous pouvez obtenir un prompt qui, une fois expérimenté, vous permettrait d'obtenir quelque chose de similaire. Et enfin, vous pouvez préparer un prompt et le soumettre à ChatGPT pour qu'il évalue la pertinence par un objectif donné. C'est-à-dire que utiliser ChatGPT comme votre expert en prompt vous permet de construire votre consigne à ChatGPT de façon de plus en plus détaillée, de plus en plus précise. Et ça peut être utilisé pour du contenu, mais pour du dev, pour de l'analyse, pour énormément de choses. Pour Midjourney, alors là, c'est un tout petit peu plus technique. Déjà, désolé pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare, mais l'anglais donne vraiment de meilleurs résultats, très clairement. Ce qui est très important aussi, là, une fois encore, en similarité avec ChatGPT, c'est d'être très clair et très précis. Mais surtout d'être ici, à l'inverse de la concision demandée sur ChatGPT, d'être généreux dans la définition du style. Plus vous allez mettre de mots-clés qui vont donner le moins de petits détails attendus sur l'image, et plus vous allez obtenir un rendu satisfaisant. Si vous êtes générique sur votre demande, vous ne maîtriserez pas de bout en bout le rendu obtenu, et de ce fait-là, vous aurez davantage de retravail, de régénération à demander. Et alors, sur les settings, sur les paramètres, je vais en parler un petit peu plus en détail après, mais une utilisation avancée des IA génératives d'images implique forcément de jouer avec ces paramètres. Voici par exemple, en imaginant que je sois un architecte ou un décorateur d'intérieur, ce qu'on peut obtenir avec un prompt un petit peu travaillé en termes de propositions de la part de l'IA. Donc, je lui ai fait un prompt en anglais ici qui lui demande de me donner une vue d'un intérieur d'un appartement pré-guerre à New York avec certains paramètres de vue, et j'obtiens ces 4 visualisations. Je choisis celle-ci et voilà, j'ai une image parfaitement réaliste d'un intérieur d'un appartement à New York pré-guerre qui offre un rendu tout à fait satisfaisant et qui peut être utilisé dans des publications haute définition, en print ou en online. Imaginons que je sois graphiste et que je veuille un petit logo. Je peux lui demander de façon très simple
la génération de 4 propositions de logo. Alors ici, on voit que j'aurais pu être un petit peu plus précis. Par exemple, j'aurais pu lui demander d'avoir un fond blanc pour permettre de retravailler plus facilement, ou j'aurais pu lui demander de ne pas ajouter de texte, parce que comme on l'a dit en introduction, les IA génératives d'images gèrent mal aujourd'hui le texte, et aujourd'hui, ils me gèrent du texte fantasque, qui ne sert pas à grand-chose. Mais aujourd'hui, en imaginant par exemple qu'en édition de site, je monte un petit site rapide sur lequel je ne souhaite pas investir de temps ou d'argent sur la génération d'un logo, je peux tout à fait utiliser cette technique-là pour obtenir une création graphique rapide. Quelques astuces. Alors là, c'est un petit peu plus technique avec ChatGPT, étant donné qu'on a énormément de paramètres. Là-dessus, je vous invite à lire la documentation de Midjourney qui est extrêmement bien faite. Mais retenez qu'avec le paramètre AR, on peut par exemple définir le ratio de l'image. Avec le paramètre C, on peut déterminer ce qu'on appelle le chaos, c'est-à-dire à quel point la génération sera différente d'une image à l'autre dans les 4 propositions qu'il vous fait. On peut lui interdire l'utilisation de certains éléments, donc comme j'ai dit juste avant du texte. Et on peut définir un degré de stylisation du rendu. Vous pouvez aussi, et ça c'est très important, coller des images pour inspirer Midjourney. Imaginons par exemple que je colle mon image de vue d'intérieur d'un appartement new-yorkais juste avant. Je peux très bien lui demander des itérations de cette image en la collant et en lui donnant de nouveaux paramètres. Les styles vous permettent de définir une sorte de template. Donc, ça vous permet de dire, OK, ce modèle-là me sera utile pour d'autres générations d'images. Donc, vous le sauvegardez dans votre compte Midjourney et ensuite vous régénérez des images à partir de ceci. Et vous pouvez également faire ce qu'on appelle du multi-prompt, c'est-à-dire que vous pouvez décomposer la génération d'images en morceaux avec 2 points afin d'obtenir vraiment une gestion micro des différents éléments de l'image. Donc, par exemple, ici, a dog sitting on a couch and a man standing still. Je vais vraiment bien avoir un chien assis sur un canapé et un homme debout à côté. Dernière grande partie, et la partie peut-être un petit peu plus provoque, mais certainement celle qui va vous intéresser le plus. Pour moi, aujourd'hui, surtout en 2023, s'adapter à l'IA, c'est une question de survie. Parce que si jamais nous, en tant qu'agence et les entreprises du web d'aujourd'hui ne s'adaptent pas, c'est d'autres qui le feront. Là-dessus, il y a une citation que je trouve très pertinente d'OpenAI sur le sujet 2023, c'est que votre entreprise ne va pas échouer à cause de GPT, mais par contre, elle va échouer à cause de ceux qui vont l'utiliser pour vous supporter. Je pense que cette situation est très forte et résume assez bien la situation actuelle. Vu les US, on a déjà aujourd'hui des grands groupes, des entreprises qui embauchent des générateurs, des ingénieurs de prompt, des personnes qui sont en capacité de designer des prompts de grande qualité et avec des salaires qui sont plutôt attrayants. Bien sûr, c'est encore quelque chose qui en est au balbutiement, mais il faut savoir qu'il existe aussi, par exemple, des sites comme PromptBase sur lesquels des gens aujourd'hui vendent leurs prompts, comme vous vendriez vos services en tant qu'agence, par exemple, nous concernant. Et c'est des exemples qui, dans le milieu de la tech, sont assez connus, mais des exemples qui sont assez parlants. Aujourd'hui, l'IA est déjà là. C'est-à-dire que l'homme à gauche, par exemple, s'est fait connaître, et c'était inévitable, en écrivant un livre pour enfants entièrement avec ChatGPT et avec Midjourney, et la commercialiser. Et on voit sur les captures d'écran du centre que le site CNET aux États-Unis, mais aussi Wired, BuzzFeed et d'autres rédactions de grande ampleur mettent fin au contrat de certains journalistes et automatisent beaucoup de leur production en utilisant l'IA. De grands sites économiques, de grands sites de finance également, mettent carrément comme auteur d'articles GPT ou IA au lieu d'un journaliste. Donc, on est seulement au début d'une grande transformation à laquelle, pour moi, il n'est plus question de chercher à échapper, mais il est question de s'adapter. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui m'a donné d'ailleurs quelques cheveux blancs en plus pendant la préparation de ce webinaire, c'est qu'il y a est un sujet en plein bout. C'est-à-dire que rien qu'entre le moment où j'ai commencé à préparer ce webinaire et le moment où je vous le présente à ce jour, OpenAI a lancé la version GPT-4 de son modèle. Midjourney a lancé la version 5, une qui est encore plus précise. Facebook a annoncé la publication de son propre modèle génératif, donc il a baptisé Llama, qui d'ailleurs a été entièrement leaké sur le web. Donc aujourd'hui, vous pouvez installer un chat GPT Lite made in Facebook sur votre PC. Félicitations. OpenAI a annoncé l'arrivée de connecteurs et notamment la possibilité de se connecter à Internet. Donc c'est encore pour l'instant en bêta privée, mais très prochainement, il sera possible d'avoir
accès à Internet à travers ChatGPT, donc qui va changer beaucoup de choses, mais aussi d'avoir accès à d'autres services comme de mémoire Kayak, DuckDuckGo ou Duolingo, beaucoup de services et de grands sites qui vous permettent d'accéder à leurs services à travers ChatGPT. Et aussi, naturellement, toujours tapis dans l'ombre pour l'instant, le modèle Bard de Google qui est passé en bêta privée sur ces outils et qui devrait arriver prochainement dans le grand public, à voir ce que Google aura à nous proposer de ce point de vue-là. Alors, petit tableau intéressant. J'ai demandé à ChatGPT, et c'est un grand classique également, quels sont les 10 métiers les plus susceptibles d'être touchés par l'IA. Naturellement, on va retrouver tous les métiers de la presse et du média, de la rédaction de contenu. Mais, et là-dessus j'aurai l'occasion d'y revenir, aussi les traducteurs, les concepteurs graphiques, comme on l'a vu juste avant, mais également les analystes de données financiers, les juristes. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais si jamais aujourd'hui ChatGPT ne va pas remplacer la plupart de ces métiers, en revanche, il va en transformer les process et l'usage. Les monnaies interactives et les IA, un coup de foudre. Comme je l'ai dit, on a commencé à utiliser les IA depuis fin 2021, début 2022. Et on s'est pris, nous aussi, de grandes claques en voyant les grands changements s'opérer et le besoin d'adaptation permanente qui est aujourd'hui notre actualité. C'est à la fois passionnant, mais aussi très challengeant. Naturellement, nous, dans notre équipe web marketing, on est très impacté par ça, avec énormément d'enjeux de production de contenu, énormément de libération aussi sur la partie SEO technique, énormément aussi d'accélération en termes de génération d'idées, en termes de génération d'éléments de code. Côté des développeurs, aujourd'hui, nous voyons de plus en plus nos amis de la production l'utiliser pour du debug de code, pour la génération de scripts avancés, et pour gagner du temps, tout simplement. J'ai eu l'occasion de vous le montrer en vidéo, mais nos BizDev utilisent également l'analyse SWOT, la génération de mails, la génération d'idées à travers ChatGPT, en apprenant petit à petit à se familiariser avec l'outil. Et inévitablement, nos amis de l'UX/UI auront besoin un jour de mid-journée pour industrialiser leur process. Donc, pour rentrer plus précisément sur comment utiliser l'IA dans le web marketing. Un préambule, parce que vous allez lire énormément de choses sur le SEO content et l'IA. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pénalisé ou pas pénalisé de générer du contenu avec l'IA? Alors, vous allez avoir les chantres de l'IA qui vont vous dire il n'y a aucun problème, Google ne peut même pas te détecter. Et vous allez avoir les chantres de l'apocalypse qui vont vous dire mais n'utilise pas du tout l'IA sur ton contenu, ton site va être déréférencé. La réalité, c'est que c'est entre les deux et que en réalité, c'est toujours les mêmes règles qui s'appliquent depuis l'avènement d'algorithmes historiques de Google comme Panda. La priorité, c'est la qualité du contenu, IA ou pas. Google, à travers notamment ses réseaux Twitter, a très clairement communiqué sur le sujet, à travers des guidelines, a très clairement communiqué sur le sujet. Il n'y a aucun sujet sur l'interdiction de l'utilisation de contenu généré par IA dans ces résultats de recherche. En revanche, il y a un sujet, si jamais vous utilisez mal l'IA, c'est-à-dire par exemple avec des prompts basiques, et que vous proposez un contenu faiblement optimisé ou peu intéressant pour l'utilisateur à travers l'IA. Donc, on en revient encore une fois au couple utilisation de bons prompts, design de bons prompts, et adaptation en fait de votre contenu à ce que vous auriez produit autrement avec un rédacteur. Donc, on rappelle rapidement, c'est quoi un bon contenu SEO? C'est l'optimisation insight, c'est de la sémantique, c'est de la recherche de mots-clés, de la recherche de ce qu'on appelle de co-occurrence, c'est de la mise en forme, c'est des listes à puces, c'est des tableaux en HTML, pas en image, c'est tout cet écosystème sur lequel le SEO de contenu travaille historiquement et qui reste d'actualité aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus nécessairement un humain qui doit le générer. Donc, un exemple très basique de comment utiliser ChatGPT pour son utilisation. On a encore beaucoup de clients qui rentrent chez nous en phase de setup ou en accompagnement avec le basique-basique, c'est-à-dire la title, la métadescription qui n'est pas optimisée. Aujourd'hui, c'est un travail de fourmi. Demain, c'est un travail que l'on peut automatiser avec ChatGPT ou avec GPT au global. Dressez simplement un tableau, mettez le title, vos métadescriptions actuelles, votre URL, éventuellement donner des mots-clés liés à vos pages ou simplement ajouter les 100, 200 premiers mots de l'URL concernée.
et demander à ChatGPT de rajouter une colonne à votre tableau. Vous pouvez vraiment copier-coller le tableau tel quel dans ChatGPT et demandez-lui de générer des titres en respectant les consignes propres à un titre optimisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas plus d'environ 60 caractères, avec vraiment un focus sur un mot-clé important, le mot-clé au début du title, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous aurez la possibilité de faire ça en quelques envois de prompt à ChatGPT ou GPT. Donc ça, c'est la base. Ensuite, ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, c'est de la donnée structurée. Donc, rappel, la donnée structurée, donnée enrichie, c'est ce qui permet, par exemple, d'afficher les étoiles des avis dans les résultats de recherche dans Google, ou d'avoir ces affichages un petit peu plus précis, comme par exemple les offres d'emploi ou certains paramètres techniques de vos produits, directement dans les résultats de recherche et pas uniquement sur votre site. Donc, aujourd'hui, il est tout à fait possible de demander à ChatGPT, en décrivant votre entreprise, vos besoins, et même, pourquoi pas, en donnant le contenu de votre page, de lui demander de générer la donnée structurée appropriée et de la faire implanter, soit par vos développeurs, soit par Tag Manager, ou par les mails interactifs. N'hésitez pas à contacter nous. Mais surtout de gagner du temps et de l'autonomie. Parce que le problème que l'on a souvent en agence, c'est ou même in-house avec les développeurs, c'est de partager le temps opérationnel. Aujourd'hui, vous gagnez en autonomie. La génération de FAQ, très important, c'est quelque chose qui marche toujours incroyablement bien. Aujourd'hui, vous pouvez très bien récupérer les questions fréquemment posées dans Google sur la thématique que vous travaillez, les donner à ChatGPT, vous lui demandez de vous générer une réponse de 100, 200 mots à chaque fois et de l'intégrer, encore une fois avec de la donnée structurée, en bas de vos pages. Effet SEO garanti. On en a parlé, la génération de plans d'articles. Donc là, ça nécessite l'optimisation de votre prompt. Puis ensuite, la génération du contenu directement dans ChatGPT, ou si vous êtes encore un petit peu frileux avec ça, avec vos rédacteurs qui auront un plan d'article tout prêt. La petite astuce, c'est si vous avez des logiciels d'analyse de mots-clés, d'analyse de contenu comme Your Textbook, SEO Quantum ou même Info.fr en version premium, vous pouvez les utiliser pour déterminer les mots-clés les plus pertinents et nourrir encore une fois de ChatGPT pour produire ce contenu. Mais le nerf de la guerre, pour moi, il est vraiment là. Et je pense que c'est pour ça que la plupart d'entre vous sont connectés à ce webinaire aujourd'hui. C'est l'industrialisation du contenu. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu avant, c'est sympa, mais c'est presque du one-shot par la génération de contenu. C'est pas une utilisation de long terme. Mais aujourd'hui, pour ces 4 grands leviers-là, c'est-à-dire le SEO local, donc avec vos fiches Store Locator, vos fiches produits, et même j'aurais même pu ajouter d'ailleurs vos catégories de produits, la traduction de votre site et l'enrichissement du contenu de votre site, que votre site fasse 10, 100 000 ou 1 million de pages, vous avez la possibilité, seul ou avec une équipe de développeurs selon comment vous allez aborder le projet, d'industrialiser votre production de contenu et de faire des chantiers qui, par le passé, vous aurez nécessité des mois et une équipe beaucoup plus riche. Et très clairement, si vous n'êtes pas déjà en train de le faire, vous pouvez être à peu près sûr qu'un de vos concurrents est déjà en train de préparer ça quelque part, ou que l'agence ou que l'équipe qui travaille en interne sur les sujets web marketing est en train d'aborder le sujet pour convaincre la direction de le faire. Donc, je vous invite à le considérer parce que très clairement, il y a un enjeu majeur à cela. Pour le SEO local, attendez-vous, par exemple, par le passé, on voyait 90% des fiches SEO locales qui étaient juste concrètement des coordonnées, des horaires, un numéro de téléphone et une carte. Attendez-vous à ce que ces pages deviennent optimisées avec minimum 800 à 1000 mots. Pour les fiches produits, combien de sites e-commerce aujourd'hui ont des fiches produits qui font moins de 100 mots? Attendez-vous à ce que ce ne soit bientôt plus le cas. Pour la traduction, aujourd'hui, petit moment anecdote, l'un des directeurs de Lemon a une maman qui était prof d'allemand. Nous avons expérimenté avec cette maman prof d'allemand la traduction du français à l'allemand. Elle a estimé que le texte était plus naturel que même parfois des traductions qu'elle-même aurait pu produire. Donc aujourd'hui, ChatGPT est de loin mieux, le meilleur traducteur du monde et meilleur que n'importe quel outil que vous avez pu utiliser jusque-là. Donc si demain vous pensiez internationaliser votre business, vous pouvez mettre en place l'automatisation de la traduction avec ChatGPT. Et naturellement, l'enrichissement, sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais si vous avez des pages qui sont aujourd'hui pauvres, vous pouvez les enrichir avec ChatGPT. Un bon exemple, kayak.fr. Je vous mets au défi de me trouver une requête
location voiture plus ville ou pays sur laquelle Kayak n'est pas premier. Pourquoi? Parce qu'ils ont un contenu béton sur l'ensemble des thématiques qui sont abordées. Et vous pouvez voir, par exemple, ici, 2 éléments que vous pouvez très bien industrialiser avec GPT. Donc, les astuces utiles pour louer une voiture à Lisbonne et la FAQ dont je vous parlais juste avant, avec l'ensemble des questions qu'on peut se poser si jamais on veut louer une voiture à Lisbonne. Quelques cas quand même où ne pas utiliser ChatGPT, parce que vous verrez beaucoup de vendeurs de rêves, notamment si vous avez Twitter ou LinkedIn. ChatGPT n'a pas accès à Internet à date, encore une fois. Donc, ne lui demandez pas d'analyser une page, ne lui donnez pas d'URL pour qu'il aille voir ce qu'il y a dessus. Ne lui demandez pas de vous citer une URL, il ne vous fera pas quelque chose de qualitatif, ce n'est pas possible. ChatGPT ne peut pas non plus vous fournir une liste de mots-clés pertinents. Il va seulement imaginer les mots-clés, mais en aucun cas, il n'est en mesure d'estimer les volumes de recherche associés à ces mots-clés. Et ChatGPT, encore une fois, ne peut pas évaluer la qualité d'un lien ou d'un site parce qu'il ne peut tout simplement pas y accéder. Le next step, automatiser. Alors, c'est là où on rentre dans les limites de l'indépendance pour nous, web marketeurs. C'est-à-dire que les IA génératives nous donnent la main sur beaucoup de choses, mais derrière, pour les grands comptes et pour les entreprises qui veulent vraiment industrialiser leur processus, il y a inévitablement un passage à l'automatisation. Par exemple, si jamais vous avez 100 000 fiches produits, vous n'allez pas aller vous-même dans ChatGPT et générer les descriptions des 100 000 produits. Vous allez avoir besoin d'un développeur qui fera appel à l'API pour faire en sorte qu'avec des réglages prédéfinis, il vous génère les contenus associés. Encore une fois, il est inévitable que ceux qui vont dominer les résultats de recherche demain utilisent ces techniques. Pourquoi? Parce que tout le monde aujourd'hui parle de ça, tout le monde est sur cette optique-là, et ça va entraîner une augmentation des enjeux et une augmentation de la concurrence sur les sujets. Donc, vous avez plusieurs techniques avec ça. Vous avez donc l'utilisation de l'API pour faire du DevSP. Vous avez la possibilité de mettre un script dans Google Sheets qui fait appel à GPT pour la génération de contenu. Et aussi, j'utilise beaucoup, par exemple, Automa en termes d'automatisation no-code avec Chrome pour répliquer un utilisateur. Mais vous avez aussi les solutions intégrées comme Make, Zapier. Beaucoup d'options s'ouvrent à vous. Donc, 3 points à retenir. ChatGPT décuple votre productivité, mais ne remplace pas encore à date l'humain à 100%. Il est très savant, mais il n'est jamais aussi puissant que si vous le nourrissez vous-même avec ce qui vous intéresse. Et ChatGPT est une page blanche, ou devrais-je dire un enfant de 5 ans, que vous devez éduquer et à qui vous devez apprendre ce que vous voulez très précisément. Et pour Midjourney, bonne nouvelle, si vous utilisez les banques d'images, pour moi aujourd'hui, je pense que leurs jours sont plus ou moins comptés. Vous voyez, par exemple, à droite, la génération d'une camionnette roulant dans les rues de Paris. Pourquoi j'irais acheter une image qui est utilisée sur 10 types différents d'une camionnette roulant dans les rues de Paris, alors que je peux avoir mon image unique, qui, pour information, est un signal faible, mais un signal existant de qualité de contenu pour Google. Donc, naturellement, apprendre à maîtriser Midjourney aura un gros impact sur ça. Et ça peut être un bon moyen de donner de l'autonomie et de la pertinence à vos équipes. Alors, petit hommage à un utilisateur Twitter très actif, très référent sur Midjourney qui s'appelle Nick Saint-Pierre, qui me fournit cette vidéo, qui vous montre que combiner ChatGPT et Midjourney est vraiment la meilleure pratique. Laisser une IA parler à une autre IA vous permettra d'avoir le rendu le plus satisfaisant en termes de design de prompt, en termes de conception des mots-clés à aborder. Et vous allez voir sur cet exemple qu'en le paramétrant avec quelques lignes, il va par exemple me donner, je vais travailler, il va me donner un tableau avec par exemple un panel de photos d'architecture d'intérieur dont je peux simplement copier la ligne et mettre dans Midjourney pour obtenir des résultats selon mes besoins. Et demain, le web design, parce que quelque chose que je n'ai pas encore mentionné au cours de la présentation, c'est que la présentation de GPT-4 récente a montré que aujourd'hui, simplement à partir d'une photo, GPT-4 serait en mesure de développer le dit contenu de la photo, par exemple, si jamais c'était une maquette de site web, de façon dynamique. Alors, bien sûr, ça reste assez basique, mais imaginez, par exemple, un monde où demain, vous demandez à Midjourney de générer la maquette d'un site Internet, vous envoyez l'image de la maquette de site Internet à GPT, et GPT développe directement, à partir de zéro ou adapté à un CMS, cette maquette, et vous n'avez plus qu'à travailler dessus. Je vous laisse imaginer les conséquences que ça peut avoir. Naturellement,
il n'y a pas que le web design qui est impacté. On en a parlé, la création de logos. Aujourd'hui, on peut industrialiser ce processus, mais aussi le print avec des idées de maquettes sur lesquelles un graphiste peut repartir et accélérer le processus créatif. Et ailleurs, dans le web marketing, alors, une petite faiblesse personnelle, naturellement, je suis un grand fan de SEO, donc je me suis concentré sur le SEO. Mais il y a évidemment beaucoup d'enjeux d'automatisation et d'utilisation de l'IA sur l'ensemble des canaux d'acquisition, des canaux de communication marketing. Donc, les réseaux sociaux avec les posts automatisés à partir de certaines consignes. La review client, aujourd'hui, il est très important de répondre à ses clients, que ce soit dans une librairie d'applications type App Store, Android Store, et aussi sur My Business, l'ensemble des annuaires. Donc aujourd'hui, répondre en automatique à partir de certains templates peut être très positif. Mais aussi aujourd'hui, travailler sur vos campagnes de marketing payant, de SIA, de SMA, que ce soit sur Google, sur les réseaux sociaux, sur les mailing. Vraiment, la limite est votre imagination et votre capacité à utiliser correctement les outils. Merci à vous. Merci Ivan. Il y a eu pas mal de réactions et du coup quelques questions qu'on nous pose. La première qui du coup concerne plutôt la partie images et mid-journée dont on a parlé, c'est est-ce que les images qui sont générées sont libres de droit? Alors, aujourd'hui, il reste un léger flou juridique sur la situation, notamment du fait de procès qui ont été intentés par des artistes aux US. Mais le consensus aujourd'hui est que le propriétaire de l'image est celui qui design le prompt et génère le prompt. D'ailleurs, là-dessus, il y a un point sur lequel je ne me suis pas attardé, c'est que vous générez vos images dans le logiciel Discord. Je vous invite fortement à utiliser la discussion privée avec Midjourney pour générer vos images afin d'être en confidentialité. Si vous le faites en mode public, comme c'est le cas par défaut avec Midjourney, n'importe qui pourra télécharger votre image et l'utiliser également. Super, merci Ivan. On a une autre question qui est, est-ce que tu penses que Google va valoriser demain un contenu qui a été fait par Bard plutôt que par ChatGPT? Alors, aujourd'hui, étant donné que Bard est encore en bêta, c'est effectivement une question qui se pose. Ce qu'il faut savoir, c'est que de façon inévitable et très claire, Google aujourd'hui est capable à 100% de savoir si le contenu est IA ou pas. Et il y a zéro débat sur le sujet pour une raison très simple, c'est qu'il y a une entente entre OpenAI, une entente supposée entre OpenAI et Google pour l'établissement de ce qu'on appelle une clé cryptographique dans votre contenu. Donc, bien sûr, vous avez toujours possibilité de truander cette partie-là, mais ça rajoute des coûts, je ne sais pas en plus. Concrètement, retenez que de façon invisible dans la génération du texte, par rapport, par exemple, à l'espacement de certains mots, à l'utilisation de certains mots à certains endroits dans votre texte, il y a une forme de signature de la part de OpenAI et GPT dans votre texte. Google a clairement statué qu'il n'allait pas pénaliser les contenus générés par IA à partir du moment où ils apportaient une plus-value. De là à favoriser Bard par rapport à GPT, ma réaction initiale serait à dire que non, mais encore une fois, je ne travaille pas dans la Silicon Valley et je n'ai pas la science infuse, mais je ne pense pas parce qu'il y aurait trop d'impact, trop de retombées pour trop de sites, parce que l'avance prise aujourd'hui sur GPT par rapport à Bard est trop importante. En revanche, là où Google va chercher à reprendre la main, c'est en donnant plus de valeur ajoutée, je pense, dans la génération proposée par Bard par rapport à ChatGPT. Merci. D'autres questions encore? Il en reste 2-3 et après on devra clôturer pour aller un peu dans le même sens de la partie contenu. C'est est-ce que finalement on a un risque avec les textes qui sont générés par les IA d'avoir du duplicate content? Alors, il y a eu des cas au début de l'exploitation de ChatGPT et GPT où clairement il y avait des duplicate content parce qu'il allait reproduire le corpus de texte qu'il avait dans son lexique. Donc, effectivement, notamment au début, on a vu des contenus qui étaient en duplicate content très clairement avec des contenus. Aujourd'hui, je recommande toujours par exemple, en cherry picking, donc vraiment en échantillonnage dans les contenus que vous allez produire, de tester quelques contenus et de regarder si jamais ils existent déjà sur le web pour vous en assurer. Mais encore une fois, si jamais vous
faites un prompt basique ou si vous n'êtes pas exigeant sur le rendu que vous allez obtenir à partir de GPT, inévitablement, vous ouvrez plus de chances à ce que le contenu existe déjà. Mais si vous êtes très précis et très empirique dans ce que vous demandez à ChatGPT, vous allez tellement customiser le rendu que ça ne pourra pas ressembler à notre texte. Mais par contre, effectivement, sur des générations de prompts basiques, comme on l'a vu sur mon exemple du chocolat un peu avant, rien ne vous dit que demain, ChatGPT ne va pas présenter le même contenu à un autre utilisateur qui va présenter la même question. Donc, il y a non seulement l'enjeu historique, donc avec le corpus de texte, mais il y a aussi l'enjeu futur avec l'utilisation de ChatGPT et surtout le fait que le nombre de contenus sur Internet va exploser. Il y a aussi un point sur lequel je vais insister par rapport à cette question qui me permet de rebondir sur un sujet, c'est que je vous ai expliqué qu'avec les connecteurs et avec les plugins qu'on va bientôt pouvoir installer sur ChatGPT, ChatGPT va pouvoir crawler le web, donc à partir de Bing, de Microsoft, pour chercher de la donnée pour répondre à des questions. Ça signifie que potentiellement, il pourra s'inspirer de contenu de votre site web. Donc aujourd'hui, il est recommandé et possible d'utiliser votre robot TXT, le robot TXT pour ceux qui ne savent pas, et le fichier qui permet de définir un peu le guide de circulation sur votre site et ce que les bots, notamment des moteurs de recherche, ont le droit de faire ou pas sur votre site. Donc, il est tout à fait possible d'interdire aux bots d'OpenAI de venir crawler votre site afin d'éviter qu'il ne soit utilisé pour répondre. Super. Alors, je vais encore prendre une ou deux questions. Après, on devra forcément couper. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas hein, par mail ou en nous contactant. On sera ravis d'y répondre. Il y avait une question qui était finalement, je la reprends là, qui était plus une observation. C'était après une discussion avec un concepteur-rédacteur qui a pu utiliser ChatGPT dans son travail. Sa conclusion, c'est que les IA ne sont pas créatifs en tant que tels, mais ils sont de bons outils pour impulser la créativité. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je dirais que ChatGPT en mode enfant de 5 ans n'est effectivement pas créatif. Mais l'un de mes prompts préférés que j'ai utilisé récemment, c'est la séquence que j'ai utilisée, c'est en premier lieu, j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce qui caractérisait la force et l'aspect unique de la rédaction de contenu par un être humain par rapport à la génération de contenu par l'IA. Il m'a donné plusieurs éléments, comme par exemple l'introduction d'éléments d'émotion, la prise de position, le fait de s'engager donc dans ses propos et différents paramètres qui effectivement caractérisent, selon lui, un texte humain d'un texte IA. Aujourd'hui, si vous utilisez donc, ces éléments-là, ce que j'ai fait, donc j'ai demandé à ChatGPT de simuler le comportement humain en prenant position, en exprimant des émotions, en n'hésitant pas, par exemple, à parler à la première personne. Donc ça, c'est un ensemble de paramètres que vous pouvez donner dans vos consignes. Donc vraiment, en lui demandant d'adopter un ton humain. Et si en plus de ça, par exemple, vous utilisez un logiciel, un outil d'analyse sémantique qui va vous donner des mots-clés qui sont importants pour vous et qui vont permettre donc de davantage catégoriser votre attendu. Vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup plus unique et beaucoup plus humanisé. Et vous avez un nombre incroyable d'experts SEO qui ont fait des tests avec cette technique-là ou une technique qui ressemble à ma technique et qui ont comparé un texte de ce type-là avec un texte basique sans faire ce paramétrage initial dans les nombreux outils de détection de texte IA ou non qui sont mis à disposition aujourd'hui. Eh ben, non, je ne pense pas que ça trompe Google, mais par contre, ça trompe ces outils-là parce que le contenu est beaucoup plus proche d'un rendu humain. Merci Ivan. Dernière question. Est-ce que ChatGPT a un temps délimité pour apporter une réponse, ce qui fait que du coup, ça limiterait finalement la qualité de sa réponse, qu'il n'aurait pas forcément eu le temps d'aller poser tous les sujets autour de la question qu'on a pu poser. Alors ça, je pense que cette question-là vient certainement du fait que lorsqu'on est suffisamment malin pour l'obliger à générer un long contenu, ce qui se produit souvent, c'est que ChatGPT s'interrompt au milieu d'une phrase. Donc, vous verrez, et d'ailleurs dans les vidéos que j'ai montrées dans la présentation, vous verrez souvent l'utilisation du mot continue afin que la génération du contenu par ChatGPT continue. Aujourd'hui, ce n'est pas un timer de temps, c'est plutôt un timer de texte, un timer de longueur de contenu.
On estime généralement c'est autour de 320, mais entre 300 et 350, la longueur de prompt maximale que vous pouvez exploiter avec ChatGPT. Alors, quand je dis ça, je parle bien de l'interface graphique de ChatGPT. Si vous utilisez l'API et que vous travaillez avec un développeur pour avoir votre propre tool d'exploitation de l'IA et que vous vous, entre guillemets, débarrassez de ChatGPT. D'ailleurs, vous pouvez utiliser ChatGPT pour développer cet outil. Vous libérez de cette contrainte-là et le rendu pourra atteindre 4096 tokens. Donc, 4096 tokens, ça fait à peu près 3000 mots. Super. En tout cas, Ivan, merci. Je tiens à me signaler que la présentation a été appréciée. Merci aussi pour vos commentaires sympathiques sur ce webinaire. Il y a eu plusieurs fois la question qui a été posée. Donc, oui, le webinaire sera disponible dans quelques jours puisque il sera mis en dispo sur notre chaîne YouTube. Vous recevrez du coup un email puisque vous avez participé au webinaire avec un petit rappel que la vidéo vient d'être mise en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter, à la partager. Et puis, forcément, si vous avez des questions et envie d'en parler avec Ivan, contactez-nous. En tout cas, un grand merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain où on aura un webinaire autour du design d'expérience. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais vous allez bientôt recevoir des infos. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Salut. Merci, au revoir.